Hello everyone, c'est moi pour ma vidéo du dimanche. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Avant de commencer, je voulais vraiment vous remercier pour tous vos encouragements, pour tous vos commentaires bienveillants et pour toutes vos réactions, non seulement par rapport à ma vidéo de la semaine dernière, qui a été aussi démonétisée comme certains ont déjà pu le remarquer, mais surtout en dessous mon onglet communauté où je vous annonçais qu'effectivement YouTube me boude, qu'il n'y aura pas de trophée pour ma chaîne, mais que bien évidemment mon trophée c'est vous, et que du coup j'allais quand même faire la foire aux questions. Je vais pas attendre de recevoir le dit trophée, forcément, sinon ça voudrait dire que je ne ferai jamais la foire aux questions, que vous pouvez aller, honnêtement, j'en ai déjà récupéré pas mal, mais pour les retardataires, soit en dessous de cette vidéo, soit en dessous de l'onglet communauté, foire aux questions, vous pouvez me laisser toutes les questions auxquelles vous avez envie que je réponde, même des idées de sujets. Je vais essayer de faire cette vidéo, soit ce sera pas une vidéo d'un dimanche, ce sera une vidéo en plus de celle du dimanche. Et comme j'aimerais bien, pendant les vacances d'été, passer à 2 vidéos par semaine, bon, mais ce sera un bon début. Voilà. Pareillement, aujourd'hui, ce sujet, vous avez été nombreux à me le demander. C'était encore pas le sujet qui était initialement prévu la semaine dernière et qui a été striké parce que le sujet est tellement touchy qu'il est re-striké. Je ne sais même pas si je ne peux, ne serait-ce vous dire que le titre ou dans les grandes lignes de quoi ça va parler, parce que j'ai l'impression qu'à cause de ça, on va aussi me striker cette vidéo. Bref. Je le répète, cette vidéo d'aujourd'hui, vous avez été nombreux à me le demander. J'ai pensé qu'il était grand temps que je le fasse. Et donc, sans plus attendre, aujourd'hui, on va aborder le sujet de l'étrange tableau du roi Charles. Ça a fait le buzz, il y a eu toutes sortes d'explications, il y a eu toutes sortes de réactions. Et bien évidemment, sur ma chaîne, nous ne pouvions pas ne pas en parler. 1 an et 8 mois après son couronnement, le roi Charles III de Grande-Bretagne a reçu son portrait inaugural en tant que monarque. L'œuvre, réalisée par l'artiste Jonathan Yeo, a été pour lui une immense source de fierté. Capturer les expériences de vie et l'essence humaine de ceux que je peins est mon plus grand effort. J'espère que ce portrait reflète cette ambition, a déclaré donc Yeo avec humilité et passion concernant ce tableau. L'artiste avait en fait débuté ce portrait en 2020 alors que Charles était encore prince, donnant ainsi à l'œuvre une profondeur historique particulière. Le dévoilement, qui s'est tenu le 17 mai au palais de Buckingham, fut une cérémonie solennelle et empreinte de tradition. Cependant, le dévoilement a suscité une réaction immédiate sur les réseaux sociaux. Et en vrai, il y a de quoi. Le choix audacieux de couleurs déjà d'entrée de jeu par Yeo a rapidement enflammé la toile, engendrant une vague de mémés et de commentaires. Certains d'ailleurs britanniques avec leur humour caustique ont ironisé et légendé le tableau à base de « le diable fait une pause ». Avouons que pour le coup, c'est assez bien vu. Dans le portrait, Charles porte l'uniforme des Welsh Guards, le même qu'il portait lors de sa nomination au grade de colonel en 1975. Le monarque est donc représenté dans l'uniforme des gardes gallois sur fond cramoisi. L'artiste a exprimé le désir de mettre en valeur la masculinité du roi Charles III et son service militaire. Perché sur l'épaule de Charles se trouve un papillon qui, toujours selon l'artiste, représente la transformation du prince de Galles en roi. Néanmoins, les utilisateurs des réseaux sociaux et autres théoriciens ont proposé une interprétation beaucoup plus convaincante des symboles particuliers du portrait et vous allez voir que cela a bien plus de sens que les explications officielles et que c'est, selon moi encore une fois, bien plus convaincant. Accrochez-vous, vous allez voir, c'est délirant et c'est maintenant. Vous
le savez, la famille royale a souvent fait l'objet de spéculations concernant l'usage de la magie noire. Alors là, il n'y a rien de neuf sous le soleil. Les théoriciens et autres chercheurs de vérité, que j'appellerai dorénavant, pour une nouvelle, certainement vaine, tentative pour contourner l'algorithme, je vais les appeler les complotistes, les conspirationnistes et autres théoriciens de la vérité, je vais les appeler vériplotistes ou curiplotistes. Donc vérité, plotiste, curieux, plotiste. Dites-moi en commentaire quel est le terme que vous trouvez le plus approprié. Donc eux croient fermement que la lignée de la monarchie britannique comprend de nombreux dirigeants notoires, parmi lesquels se trouve notamment le prince Vlad, l'empaleur de Valachie, également connu sous le nom de Dracula, un ancêtre de Charles. Parce que ça, certains sont bloqués, sont cristallisés dans une boucle temporelle et ont tendance à dire que ça fait partie d'une théorie, alors que clairement, comme je vous l'avais déjà dit dans la vidéo sur Kate Middleton, le prince Charles a complètement assumé cette descendance. Si je peux, je vous mets un extrait de la fameuse interview juste maintenant. La généalogie montre que je descends de Vlad l'Empaleur, voyez-vous. Donc j'ai un peu d'intérêt dans le pays, pour ainsi dire. C'est comme ça. Ces membres de la famille royale sont le résultat d'un programme d'élevage incestueux dans lequel les enfants étaient utilisés comme un moyen de prendre le pouvoir sur les masses. Tout au long de la Première Guerre mondiale, le peuple anglais remettait en question la loyauté des lignées allemandes qui les gouvernaient, ce qui a incité la famille royale à changer son nom en Windsor en 1917. 9 ans plus tard, la reine Élisabeth est née, qui a été initiée à l'ordre des druides en 1946. Donc, nous avons clairement ici un descendant direct de Vlad l'Empaleur qui attend 70 ans pour devenir roi d'Angleterre et son portrait officiel le représente, juste nageant dans une mer rouge sang. On ne peut quand même pas faire mieux niveau symbolique. Forcément, sans surprise, le portrait récent a largement alimenté de nombreuses théories sur les réseaux sociaux. La couleur rouge est un choix inhabituel pour un portrait royal, ça personne ne pourra dire le contraire. Ce qui conduit forcément à de nombreuses spéculations sur la raison pour laquelle Charles apparaît sur un fond ressemblant à des rivières de sang ou des flammes directement venues tout droit de l'enfer dans son tout premier tableau officiel. En d'autres termes, fallait oser. Surtout que vous allez voir, c'est très loin d'être le seul détail obscur. Et d'ailleurs, les curiplotistes ont rapidement bondi sur autant de symbolisme et ont avancé le postulat qu'il s'agit d'un sinistre chef-d'œuvre qui recèle des messages cachés, de sombres secrets que l'establishment ne veut pas que nous découvrions. Déjà, sachez que Jonathan Yeo, artiste de renom, a été victime d'une crise cardiaque alors qu'il peignait ce portrait. La coïncidence des dates et des circonstances est trop évidente pour être ignorée. Commandé en 2020 pour commémorer les 50 ans de Charles au sein de la Drapers Company, Yeo a commencé son travail par une série de séances de pause à partir de juin 2021, alors que Charles était encore prince de Galles. Mais le processus a été loin d'être simple et la sombre vérité qui se cache derrière est profondément troublante. En effet, il a rapidement circulé une rumeur dans les couloirs de Buckingham Palace comme quoi la crise cardiaque de Yeo serait la conséquence directe des forces malveillantes qu'il a rencontrées en peignant le portrait. Au fur et à mesure qu'il travaillait sur le tableau, il a été de plus en plus attiré par un réseau d'énergie sombre et de symbolisme sinistre. Et apparemment, ces propos ont été récupérés par certains journalistes indépendants, bien évidemment, auprès de certains de ses proches. La palette rouge-feu qu'il a choisie n'était pas seulement une réponse inconsciente à son épreuve, elle était une manifestation de l'influence diabolique qui imprégnait son travail. On est tous d'accord que là, en soi, rien qu'à vue d'œil, sans analyser, sans chercher à décoder quoi que ce soit, déjà le tableau est particulièrement malaisant. Je sais pas pour vous, mais en tant qu'artiste, le choix de la couleur rouge, il peut pas être que de ton fait.
forcément, c'est une commande, c'est un tableau officiel et tu sais que cette couleur criarde. Alors, j'ai bien aimé parce que les articles de presse condescendants que j'ai pu lire dans le cadre de ce sujet ont qualifié le tableau de vibrant. Oh ben, plus vibrant que ça, je sais pas si c'est pas possible. En le regardant, tu saignes toi-même des yeux, quoi. Donc, c'est vrai que déjà, en soi, comme ça, assis dans ton canapé, tu vois le dévoilement du tableau, tu te dis ouais, chelou. Mais alors il faut savoir que la révélation la plus choquante survient lorsque le portrait est examiné à côté de sa copie. Et ça, que ce soit inversé ou pas inversé. Hein. Normalement, je vais pouvoir vous mettre des vidéos, j'espère que les droits d'auteur ça va passer, mais vous allez voir, en miroir, pas effet miroir, retourné, pas retourné, plusieurs personnes ont fait le test. Il y a énormément de vidéos qui circulent sur TikTok et sur d'autres réseaux sociaux et franchement, je pense que ce qu'on voit est quand même assez indiscutable. Que ce soit lorsque l'on place le tableau original à côté de son image inversée, ou que ce soit un simple effet miroir, un motif étrange et unique apparaît. Clairement, la forme d'un crâne de diable, la forme de Baphomet, les contours s'alignent parfaitement, formant des yeux creux et un rictus menaçant, caché à la vue de tous. Et on ne peut pas dire que ceci est un hasard. Le fond rouge, symbole du feu et du sang, ne fait que renforcer l'imagerie démoniaque. Et encore une fois, pour les plus sceptiques, on sait que dans chaque tableau, de quel que soit le peintre, il y a des messages cachés, de Leonardo da Vinci, en passant par Michel-Ange, en passant par Salvador Dali et en passant même par Kandinsky, on sait qu'il y a. Et puis même, je trouve que c'est limite très compréhensible que les artistes, avec la sensibilité qu'on leur connaît, aient voulu codifier des choses à la vue de tous. Et il y a des gens qui sont payés pour décoder les œuvres, d'accord ? Il y a des études qu'on fait pour décoder les œuvres. Donc ne commencez pas à dire que ceci n'est qu'une simple concours de circonstances, qu'il fallait triturer le tableau pour voir chaque détail et réfléchi à la seconde. Il s'agit de technique de peintre, d'accord ? Il ne peut pas y avoir genre juste une coïncidence dans l'œuvre d'un peintre. Je veux dire, ça peut pas être un accident. Mais donc la question qui survient aussitôt, c'est pourquoi Yeo a-t-il incorporé un symbole aussi troublant dans le portrait du roi Charles ? La réponse se trouve dans les sombres rituels qui entourent l'histoire de la famille royale. Depuis des siècles, les rumeurs circulent sur leur implication dans des pratiques secrètes et occultes destinées à maintenir leur pouvoir et leur influence. La date de la crise cardiaque de Yeo, alors qu'il travaillait sur le portrait d'un personnage aussi important, suggère qu'il est peut-être tombé sur quelque chose de bien plus sinistre qu'une simple inspiration artistique. Il faut quand même se rappeler qu'historiquement, la monarchie britannique a été liée à de nombreuses sociétés secrètes et pratiques mystérieuses. Factuellement, et là il s'agit de faits, il y a eu les Chevaliers de la Jarretière, fondés en 1348 par Édouard III. L'ordre de la Jarretière est l'un des plus anciens et prestigieux ordres de chevalerie en Europe. Cet ordre est entouré de rituels et de symbolismes médiévaux dont beaucoup restent toujours à l'heure d'aujourd'hui secrets. Les membres, appelés chevaliers compagnons, sont souvent issus de la haute noblesse et de la royauté. Il y a aussi comme société secrète les francs-maçons. La franc-maçonnerie, vous le savez, a des liens profonds avec la monarchie britannique. De nombreux rois et princes ont été membres de loges maçonniques, par exemple le roi George IV, le roi Édouard VII et le roi George VI. Ils étaient tous francs-maçons. L'influence de la franc-maçonnerie se retrouve dans divers aspects de la société britannique, y compris ses relations avec la monarchie. Il y a aussi eu les Rosicruciens. Les Rosicruciens, une société secrète, mystique et ésotérique, ont également eu des liens avec certains membres de la royauté britannique. Les Rosicruciens se consacrent à l'étude des sciences occultes, de l'alchimie et de la philosophie mystique. Les rumeurs et ce que certains ont qualifié de légende ont associé certains membres de la royauté britannique à cette société. Bien que, pour être tout à fait transparente avec vous, les preuves directes sont souvent un petit peu tendancieuses. Mais
il fallait quand même que je le note parce qu'il faut savoir qu'à travers l'histoire, leur accointance avec des Rosicruciens sont revenus à de suffisamment nombreuses reprises pour que je le mette dans ma liste. Il y a aussi eu le prince Charles et l'ordre des Templiers. Il existe de nombreuses allégations et des théories suggérant que le prince Charles aurait des liens avec l'ordre des Templiers, un ordre de chevalerie médiévale souvent associé au mystère et aux trésors cachés pour la jolie partie de l'histoire, mais où il y a quand même aussi pas mal de zones d'ombre. Mais ce qui ici prend tout son sens, c'est qu'en 1307, les Templiers furent accusés justement d'idolâtrie car ils adoraient, selon des documents judiciaires historiques, la mystérieuse tête de Baphomet. Selon le verdict du tribunal, le chef de l'organisation Jacques de Molay et plusieurs autres Templiers ont d'ailleurs été brûlés vifs sur le bûcher de l'Inquisition pour cette raison. L'une des images les plus populaires de Baphomet est l'image décrite en 1897 dans le livre du français Eliphas Lévy, Dogmes et rituels de haute magie. Dans les pages de l'œuvre de l'occultiste Lévy, Baphomet est une créature bisexuelle avec une tête de chèvre, des sabots et une paire d'ailes. Et justement, parmi les nombreuses accusations portées contre les Templiers, la principale était l'accusation d'idolâtrie, à savoir le culte de la tête de Baphomet. Alors, petite parenthèse, il faut savoir que c'était un peu comme dans ma vidéo de dimanche dernier. Il y a des fois où je fais pas trop dans la subtilité, où ça peut être perçu comme des maladresses, dans le sens où vous devez comprendre qu'il y a des bons et des mauvais côtés dans toute chose. Et que par exemple, je sais que j'ai utilisé l'exemple du Triskel dans la cérémonie de l'Eurovision de l'Irlande et que j'ai pas, comme je vous dis, j'ai pas fait dans la subtilité, j'ai pas spécifié que tout va dépendre du contexte et tout va dépendre de l'énergie ambiante. Bien évidemment que de base, le Triskel est un symbole positif. Mais vous devez ne pas perdre de vue qu'il y a deux revers à une même médaille et que des symboles faits pour le bien ont été détournés, que des dogmes faits pour le bien ont été détournés, que tout va dépendre de l'énergie, de la fréquence et du pourquoi on l'utilise. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo un petit peu plus spécifique justement sur les symboles et sur comment, bien que positif, ça a été détourné de façon à pouvoir alimenter un égrégore négatif, etc. Je peux vous l'expliquer dans une vidéo. Si ça vous intéresse, dites-moi-le, n'hésitez pas en commentaire. Bon, ben, comme pour les symboles, il y a dans des groupes qui ont été faits, qui étaient partis de l'intention du bien au départ, qui ont été détournés, etc. Donc, forcément, en fonction du sujet, je vais orienter, c'est même pas je vais orienter le sujet forcément est dans une trame et via la trame, vous êtes censé faire le distinguo entre ok, j'ai su que par exemple cet ordre pourtant a fait de grandes et de belles choses, dans le sujet qui nous intéresse, via la personnalité qui nous intéresse, forcément nous parlons du côté obscur. Pour poursuivre, une autre des sociétés secrètes, et pas la moindre, qui a été connectée avec la royauté britannique, les Illuminati. Comme de nombreuses figures de pouvoir, les membres de la famille royale britannique ont été fréquemment associés aux Illuminati dans les théories du complot. Les Illuminati sont souvent décrits comme une société secrète qui tire les ficelles derrière les coulisses de la politique mondiale. Bien qu'il y ait, je suis obligée de le dire, toujours, vous le savez, hein, maintenant il faut prendre des petites pincettes pour espérer voir ces vidéos pas striker. Qu'il n'y ait aucune preuve concrète de ces liens et que même qu'il n'y ait aucune preuve concrète sur l'existence potentielle des illusions. Et la marmotte met le chocolat dans le papier aluminium. Les rumeurs persistent et ce depuis des temps immémoriaux. Et enfin aussi un ordre, et pas des moindres non plus, l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Aussi connu sous le nom de l'ordre de Malte, cet ordre de chevalerie catholique a eu une branche britannique sous le patronage de la famille royale. L'ordre conserve une aura de mystère en raison de son histoire et de ses rituels. L'ordre est dirigé par un grand maître élu à vie. Il est organisé en priorats qui sont des subdivisions géographiques. Les membres peuvent être chevaliers ou dames, frères ou sœurs laïques et sont souvent recrutés parmi la noblesse et les élites sociales. Une chose est sûre, c'est qu'on ne peut pas nier
que d'une façon ou d'une autre, la famille britannique royale est connectée à une société secrète, à des sociétés secrètes, quelles qu'elles soient. Et bien évidemment, cette liste est bien loin d'être exhaustive. D'ailleurs, il faut que vous compreniez, forcément, en tant que membre de société secrète, il s'est dit, oui, je suis dorénavant obligé de parler au conditionnel, il s'est dit, et puis c'est d'une logique imparable, que forcément, qui fait partie d'une société secrète fait partie de certains rituels et autres cérémonies connectées à ces sociétés secrètes. Donc toujours des rumeurs de couloirs de Buckingham Palace, on dit que parmi les rituels auxquels se serait livrée la famille royale figure la messe noire, une cérémonie qui inverse la messe chrétienne traditionnelle pour vénérer des forces obscures. Les participants se livrent à des actes de profanation et de perversion, invoquant des entités démoniaques pour qu'elles leur accordent pouvoir et influence. La messe noire implique souvent l'utilisation d'anciennes reliques dont certaines seraient cachées dans les résidences royales. Un autre rituel aussi, connu sous le nom de cérémonie de la lune de sang, serait pratiqué lors des éclipses de lune. Ce rituel impliquerait le sacrifice d'animaux ou même, selon certains récits, d'êtres humains, afin d'apaiser des entités obscures et de s'assurer leur faveur. Le sang des sacrifices serait utilisé dans un rituel de liaison pour assurer la continuité de la lignée royale et sa domination sur ces sujets. Il y a aussi le rite de l'ascension, autre rituel royal supposé, impliquant une mort et une renaissance symbolique. Les participants subissent une série d'épreuves éprouvantes, notamment physiques et psychologiques, pour prouver leur valeur et leur loyauté envers les forces obscures qu'ils vénèrent. La réussite du rite est censée leur conférer des pouvoirs accrus et leur permettre de mieux comprendre les mystères occultes qui guideront leur règne. Tout ça a beaucoup de sens, mais vous allez voir, ce n'est pas tout. Non seulement le portrait du roi Charles nage dans une mer de sang rouge, ce qui a tendance à coller avec tous les rituels et tous les modus operandi des sociétés secrètes, mais c'est que c'est aussi un immense portrait. Il est proche de la taille des géants de la Genèse 6. Et c'est quand même plutôt rare parce que je crois, il me semble avoir lu, que c'était l'un des plus grands portraits de l'histoire de la monarchie britannique. C'est comme si en soi, ils avaient trouvé que le rouge n'était pas assez choquant. Ils se sont dit non seulement il faut que ce soit rouge et bien que ça viole le regard, mais en plus, il faut que ce soit imposant. Donc on va le faire rouge, mais en plus on va le faire rouge avec une taille démesurée. Le tableau doit être physiquement intimidant. Et c'est exactement la sensation que l'on a lorsque l'on regarde cette œuvre. Et petit détail qui, bien évidemment, a aussi son importance, et vous savez, j'aime bien le répéter, le diable se cache dans les détails. Parlons donc de ce qui n'a rien à faire là, ce qui limite n'a pas de sens, le papillon. Et attention, pas n'importe quel papillon. Il s'agit d'un papillon monarque. Vous le savez, il y a toujours des explications officielles, et bien que l'explication officielle est que le roi Charles III fréquente une église qui à une époque était une église chrétienne, qui est l'église d'Angleterre, mais qui de nos jours est une institution catholique romaine fonctionnelle, et que Charles connaît bien la spiritualité du nouvel âge et qu'il en est imprégné, le papillon sur son portrait serait donc le signe de sa renaissance en tant que roi, d'un nouveau départ, ainsi qu'un message du monde des esprits. Alors, autant vous dire que soit le papillon peut avoir cette symbolique, maintenant il est très loin d'être le seul animal qui a cette symbolique. Et j'ai envie de vous dire, à la limite, un papillon, certes, pourquoi un papillon monarque? Oui, parce que monarque, ça se tient aussi, mais alors dans ce rouge magma, limite illisible, ce tout petit papillon, moi j'ai vu la seule et unique symbolique qui a du sens. Vous le savez, je le répète, c'est la référence au MK Ultra, soit la référence au contrôle de l'esprit. Alors, par contre, si vous ne savez pas, je le refais comme je l'ai fait la semaine dernière, parce que je vous l'avais déjà dit,
En description de cette vidéo, je vous mettrai tous les liens de mes vidéos qui développent les sujets autour du MK Ultra et du projet Monarque. Ajoutez à tout ceci, comme s'il fallait un détail supplémentaire pour donner un aspect glauque au tableau, les yeux complètement noirs du prince Charles, tout ça ne peut être que la représentation ou la symbolisation, dites-le comme bon vous semble, d'une entité démoniaque. Tous les ingrédients y sont. Et ça, c'est quand même plus ou moins clair, quoi. J'ai envie de dire presque indiscutable, mais il y a toujours à discuter. Mais ça fait un petit peu beaucoup pour une œuvre. Le chef-d'œuvre de Jonathan Yeo, né de son propre contact avec la mort, puisqu'il a quand même failli mourir de sa crise cardiaque, témoigne des vérités cachées qui se dissimulent dans les ombres du pouvoir. Cette peinture n'est pas seulement une œuvre d'art, c'est un message codé, un avertissement et un testament des forces cachées qui sont à l'œuvre dans les couloirs du pouvoir. La crise cardiaque de Yeo, survenue en plus à un moment crucial de la création du tableau, n'était pas une simple coïncidence. Il y a de quoi se demander si ce n'est pas le résultat direct de l'énergie noire, je vous le disais en introduction, qu'il a canalisé en peignant le crâne du diable sur le portrait. Les liens entre cette crise cardiaque et les rituels occultes qui, selon les rumeurs, entourent la famille royale ne peuvent pas être ignorés. La disparition de Kate Middleton à ce moment précis de l'histoire ne peut pas être non plus ignorée, me semble-t-il. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Le crâne du diable, les symboles occultes, la date de la crise cardiaque de Yeo ne sont pas de simples coïncidences. Ce sont les pièces d'un puzzle qui, une fois assemblées, révèlent une vérité troublante sur la famille britannique. Et en ce moment, on peut dire qu'il les enchaîne, quoi. C'est le portrait d'un monarque qui siège sur un trône construit sur des siècles d'effusion de sang et de jeux de pouvoir, protégé par un voile de secret et de manipulation. Le crâne du diable est un rappel délibéré et glaçant de la véritable nature du pouvoir. La famille royale britannique, avec son image immaculée, cache une force beaucoup plus sombre et malveillante. Il est temps d'exposer ces vérités. Il est temps que cette façade de tradition et de grandeur cesse d'aveugler sur la sinistre réalité qui se cache en dessous. La famille royale, entourée de siècles de traditions et de secrets, a longtemps été soupçonnée d'abriter des secrets bien plus qu'obscurs. Cette peinture, qui témoigne indéniablement d'un symbolisme malveillant, est une fissure, les amis, dans cette façade. Et ce n'est pas comme si c'était la première fois qu'on avait des signes assez significatifs. Rappelez-vous donc cette vidéo, la vidéo circulant sur Internet du couronnement de Charles, dans laquelle on voit clairement passer dans le fond du décor un personnage étrangement habillé. Certains pensent que le personnage de la mort noire avec une cape noire et un bâton qui a marché dans le sanctuaire de l'abbaye pendant la cérémonie était une scène faisant partie d'un rituel qui inclut l'utilisation de robes noires similaires à celles portées lors de nombreuses cérémonies de l'ombre. D'autres ont dit qu'il s'agissait d'une sorcière, d'autant plus qu'il faut savoir qu'avant la cérémonie de couronnement, un groupe de sorcières et de... Alors, la traduction c'est païens, parce que ici, j'ai pas trouvé, on dit pagans, donc en fait c'est les païens, c'est les hérétiques. En gros, je vous fais un petit raccourci. Ben, ils avaient annoncé qu'ils accompagneraient les festivités du couronnement du prince Charles de leur propre rituel au cours desquels ils lanceraient des sorts. Alors pour certains, c'était des sorts positifs, parce qu'encore une fois, je le répète, pour ne heurter la sensibilité de personne, il y a toujours deux côtés. Le yin et le yang. Donc, il y avait aussi des gens qui, soi-disant, ont fait des rituels très bénéfiques, mais il y a quand même eu cette étrange silhouette pendant le couronnement du prince. Un autre angle aussi a conduit à des discussions sur les liens du nouveau roi avec la prophétie de Nostradamus, qui prédisait que le règne de Charles III ne serait pas long. Alors, selon les écrits de Nostradamus d'il y a plus de 460 ans, disait « Il y aura la mort subite du premier personnage, il sera changé et un autre sera placé dans son royaume. »
Selon diverses interprétations, la prophétie de Nostradamus indique que la couronne britannique ne pourra pas suivre sa ligne de succession habituelle. Des événements inquiétants mettront un terme à cette situation et une personne, je vous l'avais dit dans ma vidéo sur Kate Middleton, à qui on ne s'attend absolument pas à l'heure actuelle à devenir roi, prendra la relève. Toujours selon la prophétie, la monarchie britannique dans ce cas s'effondrera et entraînera d'autres événements catastrophiques pour 2024. En tout cas, on peut se demander de façon tout à fait ironique, sarcastique ou pas, quand on lit tous ces détails, si lorsque Poutine avait annoncé dans une de ses interviews, si je peux, je vous mets l'interview, qu'on arrivait bientôt à la fin du bal des vampires, faut avouer que le choix des mots de Poutine est assez significatif pour le coup. La vérité, les amis, c'est que ce tableau ne peut que dégager une vibe sombre et négative. Et ça, même pour quelqu'un qui aime beaucoup le rouge. Et comme le soulignait monsieur Nicolas Bonal, il y a deux sortes d'imbéciles aujourd'hui. Les hypnotisés qui adorent tout ce qu'on leur donne, guerre, picouse, misère, satanisme et j'en passe, et les anesthésiés qui ne comprennent absolument rien. Qu'il s'agisse de Cannes, qu'il s'agisse de la cérémonie du tunnel du Gothard, j'ai fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre de description, de sport américain avec Orange Bowl, de foot, de l'Eurovision ou de n'importe quoi maintenant, le même est tout le temps le même, Sodome et Gomorrhe et le satanisme crétin pour tous. Le tout réservé donc à des hébétés et à une presse d'ilotes utiles ou d'agents doubles œuvrant pour les puissances des ténèbres décomplexées par la facilité avec laquelle elles agissent. La bonne nouvelle, les amis, c'est qu'il ne faut pas désespérer. De plus en plus de monde s'éveille. La preuve, le bad buzz qui a été créé par le tableau où tout le monde a vu qu'il y avait un truc malsain. Donc déjà, ça rassure. Et le petit détail aussi qui a attiré mon attention, c'était qu'en 2020, tout ça m'a rappelé la saison de la série des Windsor. Je ne sais pas, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une série, on va dire, contrepoint comique et contemporaine à la série The Crown de Netflix, qui développe en gros une version fictive et complètement loufoque de la vraie famille royale britannique. Et vous savez combien je suis une adepte de la programmation prédictive qu'on peut retrouver à Hollywood et ailleurs. J'ai fait de nombreuses vidéos sur le sujet, dont l'une c'était les Simpsons, parce que je pense que les Simpsons, plus que ça, tu peux pas faire. Et je vous mettrai tout ça pareil en lien dans la barre de description de cette vidéo. Alors, et par exemple, quelques-unes des intrigues loufoques explorées dans la nouvelle, je crois que c'était la saison 2 de la série The Windsor, sont, alors, une qui est marrante, si Kate Middleton se révélait être un robot, et si le prince Charles, fervent défenseur, donc officiellement de toutes les religions, acceptait d'officier à l'église de Satan. Et ce tableau m'a tellement fait penser à ça. Donc dans cette saison 2, le prince Charles évoque carrément le diable. Alors pour vous faire un petit topo, pour ceux qui ne voudraient pas la regarder, et puis pour ceux qui veulent la regarder, allez-y. En effet, le prince Charles déclare à un moment que lorsqu'il deviendrait roi, il voudrait être le défenseur de toutes les religions. Un sataniste vient alors le voir et lui dit « Voudriez-vous diriger notre cérémonie de magie noire ?» Et là, le roi Charles répond « Ah oui, mais bien sûr, je suis le défenseur de toutes les croyances, sans exception. » Et il invoque le diable. Avouez que la coïncidence est assez troublante et je vous passe aussi l'épisode où la princesse Kate est remplacée par un robot. Est-ce que c'est ce à quoi on va avoir droit? La question est posée parce que j'ai trouvé ça quand même assez, voire extrêmement bien vu. Et là où c'est super intéressant, c'est qu'il faut quand même savoir que Charles a étudié l'archéologie et l'anthropologie à Cambridge, ce qui a approfondi son intérêt pour les cultures non occidentales. Son aumônier universitaire, Harry Williams, l'encourageait à avoir une vision large de la religion et fut le premier à l'intéresser à la pensée de Carl Jung. Jung a proposé l'idée de l'inconscient collectif, une partie de l'inconscient humain qui est universel et partagé par tous les individus. Cet inconscient collectif contient des archétypes, des images et des symboles universels que l'on retrouve dans les mythes, les rêves et les arts de toutes les cultures. Et une fois
que le roi Charles a pris conscience de ça. Je le réexplique, j'ai peut-être été redondante, parce que des fois j'oublie, hein. Quand j'enregistre mes vidéos, j'oublie un petit peu ce que j'ai pu dire en début. Encore une fois, prendre des choses positives pour les détourner et en faire un instrument du mal, ça fait partie de leur ficelle, ça fait partie limite de ce qu'ils préfèrent faire. Et c'est pour mieux, pour confuser les gens. Et ça, j'ai bien vu que ça marchait, puisque certaines personnes se sont... Et je m'en excuse encore, ont été blessés par rapport au Tricalion et au Triskel dans ma vidéo de dimanche dernier, alors que, bien sûr que non, je n'ai pas réduit le Triskel à un symbole démoniaque, non, mais il faut bien comprendre que l'intention, et c'est ça la force de l'intention, je peux vous faire une vidéo aussi sur la force de l'intention, c'est ce qui peut tout changer et tout faire chavirer. Voilà les amis, je pense que j'ai fini, que tout a été dit, que voilà, et que la vidéo ne vous aura pas déçu, dans le sens où vous avez été nombreux à me demander de la faire, mais en vérité, l'œuvre elle parle tellement d'elle-même que j'ai l'impression que je vous ai fait que la palissade. Mais quand même, pour ceux qui n'y se seraient pas attardés ou pour ceux qui n'auraient pas eu la curiosité de creuser, je suis là pour ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, cette vidéo est bel et bien terminée. J'ai bien peur, comme toujours, qu'elle soit un petit peu mise sur le côté ou démonétisée. Donc, pour qu'on continue à grossir la communauté, parce que je veux un trophée, même si vous avez raison à 100%, mon meilleur des trophées, c'est vous, et que la vérité, et je le dis pas pour vous passer la pommade, hein, j'ai la meilleure communauté YouTube du monde, mais... Je voulais faire une trophée, je voulais l'accrocher, quoi. Je voulais me la raconter un peu. J'avais préparé même un discours genre, avec mon petit trophée. Donc, comme je veux un trophée et que le prochain trophée YouTube est à 1 million, faut bien qu'on continue à me découvrir et je compte encore sur vous pour m'aider à grossir la communauté. Toute plaisanterie mise à part, vous savez quand même que l'intérêt c'est d'être de plus en plus nombreux, car plus on est nombreux, plus on est fort, qu'il y a un vrai réveil ou éveil, dites-le comme vous voulez, qui est en train de se faire, et que si je peux continuer en bon petit colibri à apporter ma petite goutte d'eau à ce magnifique éveil collectif, bon ben on est là quoi, on lâche rien. Donc le principe, on like à fond, on commente, on partage. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, j'y suis active beaucoup en story et comme ça on perd pas le contact d'un dimanche à l'autre. Je répète, je vais essayer de faire des vidéos 2 par semaine. Si j'ai le temps, je vais faire un maximum, mais pour sûr vous aurez 2 vidéos avec la foire aux questions. Donc n'oubliez pas de poser vos questions. Les petits nouveaux, abonnez-vous, je viens d'expliquer pourquoi. Pas répéter. Et je pense que j'ai bel et bien tout dit. Les amis, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, surtout, stay safe.